un masque parce que je suis à station F et ça rigole pas avec la sécurité, même si je suis tout seul dans cette salle. Donc, au moins, le temps de cette introduction. Donc, peut-être je vous présente rapidement Wadi, Gilles et Amira, et puis je vous sors quelques chiffres sur le transport carboné, et après je vous pose des questions et je vous laisse la parole. Euh, donc Amira, que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai travaillé chez WeThings, dont elle était déjà la directrice marketing et acting, et la vraie directrice marketing, et qui aujourd'hui est cofondatrice de Zouv, qui est une super entreprise qui fait des vélos connectés et électriques et qui se diffuse comme un mode de mobilité alternative. Donc, elle va nous en dire plus. Donc, Wadi, qui est aussi un entrepreneur qui, lui, fait du rétrofit de voitures électriques. Et qui va nous expliquer du coup le potentiel de la voiture électrique en général et peut-être plus spécifiquement de la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques et qu'est-ce que ça veut dire pour l'utilisateur. Et moi, je poserai des questions sur l'empreinte carbone. Et Gilles, donc, qui est un ami et qu'on ne présente plus, mais qui est aussi un grand expert du numérique, qui a écrit, qui est conseiller à l'Institut Montaigne, professeur à Sciences Po, entrepreneur, et qui, à travers, je crois, tes enquêtes sur le numérique, eh bien, tu es forcément intéressé à toutes ces ramifications et aujourd'hui à celles sur l'environnement. Donc, d'abord, merci à vous trois d'être là. Et si vous me laissez juste quelques minutes de plus pour poser un peu le débat, je vous sors quelques chiffres sur l'empreinte carbone des transports et un peu la problématique. Et à partir de là, je vous laisserai réagir. Donc, je commence. Donc, je rappelle quelques chiffres. Le transport en France, c'est 30% des émissions, 30% sur 12 tonnes de CO2 en moyenne pour un Français. C'est principalement la voiture. L'usage de la voiture individuelle, c'est 1 tonne de CO2 par personne et par an en moyenne. C'est l'INSEE qui nous le dit. Dans le monde, c'est 8% des émissions mondiales. Je vous rappelle que si on veut atteindre la neutralité carbone, prévenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés, eh bien, il faut qu'on divise par 4 nos émissions mondiales. Et là, on a un poste qui représente quand même 10%. Donc, il va forcément falloir le mettre à contribution. Et pour les individus, c'est 1/3 de notre budget. Les axes typiquement mis en avant par les experts du GIEC et du climat, c'est de limiter l'usage de la voiture par des alternatives plus douces, donc le vélo électrique, et Amira nous en dira plus, limiter l'impact de l'automobile. Mais je pense qu'au-delà des transports, et c'est peut-être là que Gilles pourra nous apporter quelques éclairages, c'est aussi l'optimisation des transports et donc le côté connecté, partagé, qui est assez intéressant. Je vous rappelle juste que le véhicule électrique, c'est décarboné à condition que les batteries auxquelles on les branche sont elles-mêmes sur des sources d'énergie décarbonées. Et on a trouvé des chiffres qui montrent que, en fait, en dessous de 400 grammes de CO2 par kilowattheure, eh bien, en fait, ça peut être potentiellement plus carboné que de l'essence. En Chine, c'est 720 grammes de CO2 le kilowattheure. Donc, quand vous roulez à l'électrique en Chine, potentiellement, vous roulez au charbon, ce qui n'est pas le cas en France parce qu'on n'a pas le même mix énergétique. Et puis, donc, tout ça veut dire qu'en réalité, une voiture, si c'est un gros 4x4, si elle est très lourde, vu le processus de fabrication, et notamment des voitures, en réalité, peut être plus polluante qu'un véhicule thermique. Donc, je vous rappelle, moi, ma Volkswagen Polo, je ne suis pas encore passé électrique, malheureusement, elle émet 98 grammes de CO2 par kilomètre. Une voiture française thermique, c'est 200 grammes de CO2 par kilomètre. Et en fait, un véhicule électrique, ça dépend du mix énergétique d'un pays. Donc, en France, c'est plutôt 50 grammes. En Chine, c'est plus que 150 grammes. Donc, en réalité, conduire une Tesla en Chine ou en Inde, ça pollue plus que de conduire une Polo en France. Donc, voilà, c'est assez paradoxal. Et c'est notamment dû non pas à l'usage pardon, à l'usage du véhicule, mais en fait à la production des batteries. Et je pense que c'est le gros enjeu, c'est les métaux rares. Donc voilà, je suis très bavard, mais je vais m'arrêter maintenant.
et je vais laisser la parole peut-être, je vais commencer par Amira, nous en dire plus. Donc, première question, par rapport à ça, est-ce que tu souhaites réagir et puis, par rapport à ta spécialité, vous faites du vélo connecté, électrique, partagé. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur l'impact carbone ou l'impact en général de ce que tu fais? Et merci. Merci beaucoup, Alexis, de m'avoir invitée. Je suis ravie de pouvoir partager l'expérience qu'on a chez Zoom. Nous, évidemment, on adhère à tout ce que tu dis et on partage le même constat. Je pense que c'était à l'origine, avec Eric et Arnaud, de la création de la société, de se dire qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans la mobilité à ce moment-là et que c'était finalement porté par deux tendances qui sont très fortes. La première qui est l'obligation. Pour nous, maintenant, c'est vraiment une question de survie, de diminuer l'impact qu'on a sur l'environnement de par nos activités et de par nos déplacements. Et la deuxième, c'est que aussi, finalement, la domination de la voiture dans l'espace public a entraîné aussi une dégradation très importante de la qualité de vie en ville en particulier. Et on l'a vu pendant le confinement où il y avait beaucoup moins de voitures, on commençait à entendre les oiseaux, c'était beaucoup plus calme, on respirait mieux. Donc c'est aussi ce vers quoi on veut tendre, une réhabilitation de notre mode de vie et de la qualité de notre vie, particulièrement dans les grandes agglomérations. Maintenant, ce qu'on fait chez Zouf, c'est donc on propose effectivement de déployer sur des villes directement ou à travers des partenaires, des flottes de vélos électriques. Et on est persuadé que le vélo électrique, c'est une solution qui, à long terme, peut aider à réduire cette part modale de la voiture. Si je partage quelques statistiques, moi aussi, on a à peu près 50% des trajets qui font moins de 3 km et pourtant la voiture représente encore 60% de ces déplacements. Donc l'objectif du vélo, c'est pas d'aller chercher tous les déplacements en voiture, pas ceux avec les 3 enfants pour faire 600 km pour partir en vacances, mais c'est d'aller chercher ces petits déplacements qui sont des déplacements quotidiens, qui sont des déplacements qu'on fait essentiellement en individuel, comme le déplacement domicile-travail, quand c'est possible, d'aller le chercher, de le remplacer par du vélo ou du vélo électrique. Ça a plusieurs avantages. C'est à la fois plus pratique parce que c'est toujours plus simple de prendre un vélo qu'une voiture. C'est aussi plus rapide parce que dans les agglomérations, avec les pistes, on se déplace beaucoup plus vite en vélo électrique qu'en voiture. C'est beaucoup moins cher, évidemment, et c'est aussi bien meilleur pour l'environnement, mais ça, il ne faut pas la peine de le rappeler, mais c'est aussi bien meilleur pour la santé, y compris sur du vélo électrique, qui est un mode de transport actif où on va faire des efforts et ça va aider à la fois pour le dos, mais aussi parce que psychologiquement, c'est bien de faire une balade dans la ville et de se libérer l'esprit des transports, de son smartphone. L'avantage du vélo électrique, et nous on le voit, c'est qu'il s'adresse finalement pas uniquement aux grandes villes et aux agglomérations, mais c'est qu'on peut aussi aller chercher du territoire semi-urbain, là où aujourd'hui, quand on regarde la voirie, il n'y a même quasiment pas de trottoir. C'est dire à quel point l'espace est dédié à la voiture. Nous, ce qu'on a essayé de prouver sur le plateau de Saclay, qui est un territoire semi-urbain avec une densité qui est à peu près 3 fois inférieure à celle de Paris, c'est qu'on peut aussi aller chercher de l'usage là-bas sur du vélo électrique. Et là où c'est différent d'autres territoires en agglomération, c'est que là-bas, le vélo électrique s'inscrit comme un formidable moyen de transport multimodal. On a la moitié de notre trajet qui commence ou termine à une gare du RER B. Ça veut dire qu'on va aussi aller chercher des gens qui jusque-là se déplaçaient en voiture pour se rendre au travail parce que les transports en commun, c'était pas pratique, parce qu'en général, il leur restait 1 ou 2 kilomètres pour pouvoir se rendre au travail depuis le moyen de transport en commun, parfois dans une côte qui sont très importantes. Mais le fait de proposer des vélos à la sortie de leur gare de RER nous a permis d'aller les chercher de la voiture sur des modes de transport plus propres. Alors, pourquoi vous avez essayé de mesurer l'impact par rapport à la voiture? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez quantifié? Absolument. On a fait une enquête et on a à peu près, alors sur la première expérimentation qu'on a fait, on avait à peu près 40% de nos usagers qui ont déclaré avoir changé de moyen de transport grâce à Zouv et environ 30% d'entre eux sont passés de la voiture au vélo et 30% d'entre eux sont passés du bus, qui était aussi pas forcément parfois très pratique, plein aux heures de pointe, sur du vélo. Et ça, c'était avant le Covid. Je pense qu'après le Covid, doit y avoir, on n'a pas refait une enquête, mais il doit y avoir un report modal qui est encore plus important.
On vous fera un bilan carbone, mais je propose donc de donner la parole à Wadi, si ça te va, pour te présenter peut-être et expliquer un peu ce que tu fais. Enfin, tu convertis des voitures thermiques en voitures électriques. Je n'y connais rien du tout et je veux bien, et peut-être que, enfin, éclaire-nous. Merci. Yes, avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Wadi. Moi, je suis ingénieur de formation. J'ai étudié les réseaux électriques, les énergies renouvelables. Et ensuite, j'ai fait un petit peu d'économie appliquée au secteur de l'énergie. J'ai cofondé Phoenix Mobility en sortie d'école. En gros, avec un constat simple, c'est que la transition énergétique et la transition du secteur du transport, elle est urgente. Il faut qu'on l'opère d'ici 2050 de manière massive, sauf qu'on est en retard. Et si il s'avère qu'après 2050, on n'atteint pas les objectifs qui sont fixés pour essayer de rester sous la barre des 2 degrés et même des 1,5 degrés, hein, d'après le dernier rapport du GIEC, en fait, on va se retrouver sur une deuxième partie de 21e siècle où en fait, on se dirige un petit peu vers l'inconnu. Donc, Donc, tu l'as globalement, fait face à ça. pour des raisons d'engagement climatique. Tout à fait. En fait, honnêtement, on est 5 cofondateurs, une majorité d'ingénieurs, mais le point qui nous a réunis, c'est l'impact environnemental. Moi, par ailleurs, avant de lancer Phoenix Mobility, je me suis investi dans des assos étudiantes ou pas étudiantes qui luttaient qui essaient de sensibiliser les gens contre la lutte contre le changement climatique. Donc, c'était quelque chose que je voulais inscrire dans mon parcours pro. Il se trouve que j'ai eu une opportunité, donc un de mes cofondateurs qui m'a parlé de cette idée, et puis très vite, en fait, ça nous a pris. Mais globalement, pour en revenir à la problématique, on a une urgence d'opérer cette transition. On n'a plus le temps d'attendre. Les solutions et les alternatives qui sont proposées aujourd'hui, elles mettent beaucoup trop de temps en fait à pouvoir se déployer. Le véhicule électrique tel qu'on le connaît, malgré 10 ans de subvention, 10 ans de mise en avant publique, en fait, il a une pénétration beaucoup trop faible en France. Moins de 2% de véhicules électriques encore à l'heure actuelle, sur 40 millions de véhicules. Alors Donc moi, on globalement, m'a dit qu'un parc automobile se remplaçait en 7 ans. Et donc, il est question alors, d'avoir 30% de véhicules électriques vendus à partir de 2030. Je ne sais pas. en fait, la stat se base sur le taux de renouvellement d'un véhicule. Ça, c'est si on considère que tous les véhicules qui sont renouvelés sont électriques, ce qui est encore loin d'être le cas. Aujourd'hui, en fait, si on regarde la part de l'électrique dans les ventes annuelles, elle est de moins de 10%. Si on regarde la proportion en volume dans le parc, elle est de moins de 2%. Donc, globalement, il y a différents scénarios qui ont été émis par différentes études, etc. etc. On s'achemine vers quelque chose comme 5 millions de véhicules sur 40 qui seront électriques en 2030. Ce qui veut dire qu'on en aura encore 35 à passer électrique entre 2030 et 2050. Donc, globalement, on sait qu'on sera à côté de la plaque. Donc, nous, partant de ce constat-là, on s'est dit, il y a peut-être un problème, c'est peut-être l'offre actuelle qui n'est pas encore accessible à tous ou qui est mal en fait positionnée, mal pricée. Et surtout, en fait, sur le volet environnemental, le constat, il est simple. Un véhicule électrique, avant même d'avoir roulé, il a une facture d'énergie grise et d'émissions grises énorme. Donc, en fait, face à ce constat à la fois économique et environnemental, on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire sur les véhicules existants. Il y en a 40 millions. On va essayer de les valoriser. Et donc, c'est ainsi qu'on a commencé à imaginer nos solutions de conversion. On s'est dit, on part d'un véhicule existant, on retire l'ancienne motorisation et on la remplace par une nouvelle motorisation électrique. Et donc, concrètement, c'est comme ça qu'on a commencé. On a converti un premier prototype, puis un deuxième, puis un troisième. Et à un moment, on s'est dit, en fait, si on continue de travailler de manière artisanale, c'est-à-dire faire un kit de conversion sur mesure pour chaque véhicule, en fait, on n'y arrivera jamais. On ne pourra jamais industrialiser notre solution. Et donc, en fait, c'est là où la réelle innovation est arrivée. Et elle consiste en fait à développer un kit qui soit standardisé entre les différents véhicules qu'on convertit. Et donc, en fait, c'est ce qui fait réellement le différenciant technologique par rapport à ce que pourrait faire un garagiste classique. Et ça coûte combien? Alors aujourd'hui, on n'est pas encore au stade industriel, on rentre dans l'industrialisation. Donc à l'heure actuelle, une conversion, ça va coûter entre 10 000 et 25 000 euros, très large. 25 000 euros pour un utilitaire, un gros utilitaire, et 10 000 euros pour une petite citadine. Sur un rythme beaucoup plus industriel, la fourchette, elle sera plutôt entre 5 et 15 000. Du coup, c'est et quand on même. peut avoir des subventions par ailleurs. Nous, aujourd'hui, Non, pardon, excuse-moi. pardon, Donc, ça a coupé. c'est quand même un investissement, c'est un engagement fort parce que pour le même coût, je peux m'acheter un véhicule neuf. Alors, justement, c'est là où il a fallu résoudre une équation économique, technico-économique même. Donc, dans un premier temps, j'ai dit, l'innovation, c'était de développer un kit standardisé. Ensuite, maintenant, à qui adresser ces offres? En fait, avec qui on va pouvoir vendre si on est uniquement en mesure de vendre à 15, 20, 25 000 euros.
Vendre à quelqu'un qui possède une Twingo, compliqué. À 20 000 euros, je ne pourrais jamais le convaincre de convertir. Effectivement, il peut se racheter un véhicule neuf à la place. Par contre, aller sur des véhicules beaucoup plus gros, beaucoup plus polluants et qui, du coup, en fait, consomment beaucoup de carburant tous les mois, tous les ans, etc., ça devient un peu plus pertinent. Et donc, c'est là où nous, de notre côté, déjà, on a basculé sur des véhicules lourds. Enfin, pas lourds, mais en tout cas plus lourds que des véhicules citadins. Ensuite, donc, maintenant, je pars du segment des véhicules utilitaires ou des 4x4, donc des véhicules assez polluants. Maintenant, à qui m'adresser? Est-ce que je m'adresse à un particulier? Est-ce que je m'adresse à un professionnel? Et c'est là où, en fait, l'impact environnemental est vraiment rentré en jeu, puisque, en fait, on s'est dit, et en fait, c'est là où je peux répondre en fait, à la question et au problème posé dans ce webinaire. Est-ce que le transport bas carbone, il sera connecté et électrique? La réponse est non, il ne sera pas que électrique et connecté. Il sera électrique et connecté, mais aussi d'autres solutions. Et en fait, il y aura de la mobilité douce, de la mobilité partagée et des véhicules électriques dans un mix en fait, de solutions de transport qui permettront en fait, de pouvoir baisser nos émissions. Et donc, nous, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir un impact environnemental fort, il ne faut pas s'adresser aux particuliers. En tout cas, pas aux particuliers urbains. Parce qu'un particulier urbain, si je lui enlève sa voiture, bah, a priori, il y a les transports en commun. Donc, des alternatives existent. Par contre, si je suis un chauffeur-livreur, un livreur du dernier kilomètre, et qu'on me dit je te retire ta voiture, bah, je suis au chômage, je ne peux plus travailler. Et donc, c'est comme ça qu'on a axé, qu'on a ciblé nos offres et qu'on a ciblé du coup les pros et les collectivités essentiellement. Écoute, très intéressant, merci beaucoup. Mais Gilles, je voudrais te donner la parole parce que je pense que le sujet de la mobilité, effectivement, il est plus large que peut-être que le vélo ou que le véhicule électrique. Il y a l'usage des transports, il y a l'optimisation. Juste un chiffre peut-être qui me vient à l'esprit, Amazon dit qu'ils veulent être neutres en carbone. L'essentiel de leurs émissions, c'est leurs livreurs. Donc, c'est les camions et en fait, ils ne sont pas leurs salariés. Donc, il y a aussi un enjeu de comment est-ce qu'on pousse la gig économie vers la décarbonation. Et ne serait-ce que pour que les chiffres de ces grands groupes soient respectés. Donc, Gilles, qui a bien étudié la question, est-ce que tu veux partager avec nous un peu ton avis sur la mobilité électrique, la connexion, le numérique, en fait, pour décarboner sur ce sujet? Oui, oui. Alors, merci Alexis d'avoir organisé ce nouveau webinaire sur un sujet qui est évidemment passionnant. Alors moi, je le précise, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, mais je le suis un peu devenu en fait par le numérique parce que on se rend compte que numérique et environnement, ça a beaucoup à faire et que évidemment le sujet des transports, c'est un sujet qui connaît une révolution actuellement du fait de la double révolution numérique et de la révolution énergétique. Alors, à mon avis, la première chose qu'il faudrait dire sur les transports, c'est que d'abord, quand on entend des experts discuter sur ce sujet, il n'y a pratiquement jamais la même base commune de discussion. Il n'y a pas de repère. Par exemple, quand on parle d'émissions au kilomètre parcouru, eh bien, il y a des débats pour savoir si c'est le kilomètre terrestre ou les kilomètres aériens qui polluent le plus. Et ce n'est pas évident de répondre simplement à ça. Et puis, il y a différents types de pollution. Par exemple, tout ce qui est le fret maritime, on dit souvent c'est ce qui pollue le plus au monde. Et en fait, en réalité, à la tonne parcourue, c'est assez efficace. C'est pas le plus efficace, c'est légèrement moins efficace que le train. Mais par contre, ça a des pollutions différentes. On parle d'oxyde de soufre, par exemple, qui n'ont pas d'effet de réchauffement climatique, mais qui sont extrêmement nocifs pour la santé. Donc, quand vous avez, par exemple, un bateau de croisière qui vient dans la ville de Bordeaux, eh bien, vous faites exploser les taux d'oxyde de soufre dans des valeurs qui sont parfois de 15 à 20 fois les limites recommandées par l'OMS. Et puis, de même, pour d'autres types de transports, je pense à la voiture électrique. La voiture électrique, au-delà du fait qu'effectivement, si sa source d'énergie est carbonée ou ne l'est pas, ce n'est pas du tout le même modèle. Elle a aussi d'importantes externalités, notamment le fait d'ouvrir des mines de lithium un peu partout et de métaux rares d'ailleurs
un peu partout dans le monde, on se rend compte que c'est extrêmement, extrêmement nocif. Donc ça, je crois que c'est important de le dire, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte, notamment au travers de la culture populaire de ces sujets, qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit et qu'on parle de la même chose. Le deuxième aspect qui, je trouve, est important, c'est de comprendre qu'on marche sur la tête. C'est moi, Voilà. c'est ma On faute. marche sur la tête en matière de transport. C'est-à-dire que, je donne juste quelques chiffres, hein. En moyenne, en Europe, on utilise les véhicules, les places de véhicules à 1,05 passagers par voiture. Voilà, ça, c'est à l'échelle de l'Union européenne. À ma connaissance, dans une voiture, il y a en général 5 places. Donc, vous déplacez grosso modo 1 tonne 2, 1 tonne 3 pour 60 kg, 80 kg de charge utile, avec une empreinte au sol qui est immense. Dans les villes, en moyenne, on considère que 86% de l'empreinte au sol est consacré, de l'espace public est consacré à la voiture. Le taux d'usage des voitures, en général, dans l'Europe, c'est 6%. C'est-à-dire que 94% du temps, ça ne sert à rien. Et dans ces 6%, il y a 1% du temps qui est passé dans les embouteillages et à chercher une place de parking. Donc on est face à des systèmes qui ne sont pas efficaces, qui sont destructeurs et qui sont néanmoins la propriété d'énormes acteurs économiques. Donc c'est extrêmement difficile de modifier les habitudes dans ce domaine. À chaque fois que vous essayez de renforcer des systèmes qui sont plus vertueux, vous avez des lobbies puissants qui se mettent en œuvre là-dessus. Enfin, pour finir, je dirais que ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un domaine où probablement les gains de performance environnementaux sont les plus faciles à aller chercher. C'est-à-dire que si vous voulez, l'habitat qui consomme aux alentours de 35% des émissions de CO2 entre le béton produit et puis l'usage qui, pour le chauffage, nécessite beaucoup d'énergie, où là, si vous voulez être plus efficace, c'est quand même assez compliqué. Il faut construire en bois, il faut réisoler, ça coûte très cher. On estime qu'à l'échelle de la France, c'est 150 milliards minimum pour pouvoir être à un bon niveau d'isolation du pays. Donc, c'est beaucoup d'argent. Dans le domaine des transports, ce n'est pas tant les investissements que vous allez faire que les habitudes que vous pourrez modifier. Et ça, c'est quelque chose, c'est exactement ce que vient de raconter Amira d'ailleurs, c'est quelque chose que on peut beaucoup faire avec le numérique d'une façon générale. Et ça fonctionne dans tous les domaines. Donc évidemment, il y a ce que Amira vient d'évoquer, c'est-à-dire les plateformes multimodales, le fait de synchroniser entre guillemets des mobilités douces avec l'arrivée des trains. Mais il y a aussi le fait de pouvoir mieux remplir les voitures, c'est le métier de Blablacar par exemple, et puis le métier, le fait de faire mieux tourner les trains. Le taux d'usage du train en France, il est pratiquement le 3e plus bas de tous les pays européens, donc il est très 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 bas. Par Français, le nombre de kilomètres parcourus en train est assez bas, et notamment c'est parce que on a un coût d'exploitation qui est trop élevé. Et ce qui arrive actuellement, pas en France, mais dans beaucoup de pays, c'est ce qu'on appelle le CBTC. C'est grosso modo l'équivalent de la voiture autonome pour les trains. Ça permet d'accroître de façon extrêmement importante les fréquences. Et lorsqu'on augmente les fréquences, on voit les taux d'usage qui n'augmentent pas de façon proportionnelle, mais de façon exponentielle. Donc c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait bienvenu. Et donc, c'est comme ça, pour finir cette introduction, que moi, je me suis intéressé à ce domaine. C'est en me rendant compte combien le numérique pouvait être vertueux en matière environnementale dans le domaine des transports. Bah, merci beaucoup, en effet. Et puis, moi, je rajouterais un point, même si je ne suis pas censé être intervenant, c'est que le transport, c'est quand même un achat un peu de... Les gens aiment bien être propriétaires de leur voiture, de leur vélo. Donc, c'est aussi un endroit où, par le financement et par les banques, on peut influencer le choix du renouvellement.
Et comme on parle beaucoup de relance écologique, même de modulation de taux d'intérêt en fonction de l'usage carboné ou pas de ce qu'on achète avec l'argent qu'on en prête, il me semble qu'il y a effectivement un potentiel très fort en fait, de renouvellement de l'équipement, en plus de ce que tu dis, bien sûr, sur le meilleur usage. Je voudrais parler un peu puisqu'on est avec Amira, avec Wadi, qui sont dans la fabrication même des produits. L'électrique consomme très peu, enfin, est très peu polluant à l'usage, parce que, notamment en France, parce qu'on a une énergie très décarbonée, mais on est, comme on l'a évoqué en introduction, sur en fait, une fabrication qui mobilise pour le coup des processus qui peuvent être, eux, très émetteurs. L'extraction des minerais rares, les batteries donc sont elles-mêmes la majeure partie en fait de la pollution du transport électrique. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez un petit peu réfléchi chez Zouv, ou est-ce que vous l'avez peut-être quantifié, ou est-ce que vous pensez à enfin, optimiser aussi non seulement l'usage des transports, mais l'usage de ces composants, donc les batteries en fait? Je ne sais pas si la question était suffisamment claire. Enfin, que faites-vous pour limiter, ou faites-vous quelque chose pour limiter l'impact carbone des batteries, et est-ce que c'est ça le sujet? Tu veux que je commence, Wadi? Alors, Amira, vas-y en premier si tu veux, et Wadi a sûrement un avis. Ouais, autant pour moi. En fait, je ne sais pas à qui s'adressait la question, je pensais qu'elle était pour Alors, vous. c'est moi qui suis mauvais. Je propose à Amira en premier. Ok, autant pour moi. Ok. Alors, bon, déjà, c'est vrai que la batterie, c'est un sujet, nous, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. D'ailleurs, dès qu'on rencontre notamment des mairies, c'est une question à laquelle elles sont très attentives. Donc, nous, ça nous pousse en tant que fabricants et opérateurs à aller chercher un maximum d'efforts sur le sujet de la batterie, parce que sinon, on ne serait peut-être pas aussi motivés. Mais déjà, pour rappeler peut-être que la batterie d'un vélo, c'est pas tout à fait comparable à la batterie d'une voiture, parce que pour à peu près le même nombre de kilomètres, on a une taille de batterie qui est 3 fois inférieure, voire plus. Parce qu'à la différence d'une voiture, et comme le disait Gilles tout à l'heure, bien qu'on soit dans une voiture en moyenne que 1,05 personnes, on ne bouge pas 1 tonne de métal avec soi. On bouge 25 kg de vélo et 60 à 80 kg de personnes. Donc, on a quand même besoin d'une batterie qui est beaucoup moins importante pour une vitesse qui est parfois une vitesse réelle qui est parfois supérieur, et un nombre de kilomètres qui est le même. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est plusieurs choses. D'abord, on va, dans les batteries qu'on achète, essayer d'augmenter la durée de vie de cette batterie-là. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir gérer intelligemment la recharge et la décharge des batteries, notamment dans la vitesse avec laquelle on va aller décharger la batterie, donc la puissance qu'on va donner à l'autonomie. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a développé notre propre contrôle moteur. Chez Zouv, c'est justement pour avoir la main sur ce sujet, mais aussi sur les cycles de recharge de batterie qu'on fait à travers nos stations pour essayer de les recharger de manière à préserver la batterie le plus possible et avoir une batterie qui va nous durer 2 ans plutôt qu'1 an, et qu'on va renouveler d'autant moins de fois. Ensuite, il y a une chose qu'on essaye un maximum de faire aussi, c'est de recycler les batteries à 2 niveaux. Quand on est opérateur en free floating, le poste le plus important, c'est la gestion de la batterie, parce qu'on va faire des opérations de ce qu'on appelle de battery swapping, aller remplacer les batteries qui sont vides pour les remplacer par des batteries qui sont pleines. Quand cette batterie-là a une autonomie qui diminue et que, par exemple, elle est plus qu'à 80% de sa capacité, l'impact sur le coût du battery swapping est très, très important. Donc, la plupart des opérateurs vont mettre cette batterie de côté et plutôt utiliser de nouvelles batteries. Nous, on a décidé de donner une seconde vie à ces batteries en les recyclant dans nos stations, parce qu'on a des stations qui fonctionnent sur batterie. Parce que comme là, il y a 12 batteries plutôt qu'une, finalement, 12 fois 0,8, l'impact il est beaucoup moins important que 1 fois 0,8 sur les opérations chez Zouv. Et enfin, en toute fin de vie, quand on ne peut plus vraiment réutiliser cette batterie, il s'agit aujourd'hui de faire appel à des filières spécialisées. Là, ce n'est plus notre métier à nous. Il y a des filières qui sont parfaitement organisées aujourd'hui, même si on peut faire plus d'efforts dans ce sens-là, et s'assurer que ces batteries vont aux bons endroits, qu'elles sont recyclées un maximum. Super, c'est très évident. Alors, je rappelle juste que les grammes de CO2 par kilomètre d'un vélo électrique, c'est autour de 15 grammes de CO2 versus une voiture 20.
mais ça inclut les calories que dépense la personne enfin, dans le rapport de l'ADEME, ils mettent 8 grammes de CO2 parce que comme vous dépensez plus, bah, vous mangez, enfin, ils sont allés pousser. Donc, le vélo lui-même n'est enfin, en réalité autour de 10 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, c'est effectivement 20 fois moins qu'une voiture. Wadi, donc sur la question des batteries, on comprend que voilà, versus une batterie de 5 kg d'un vélo versus une batterie peut-être de 200 kg d'une voiture, je ne sais pas si c'est le chiffre exact, il y a une très grosse différence et dans la gestion et dans le recyclage. Donc, est-ce que tu as un éclairage là-dessus à nous apporter? Oui. En fait, quand je parlais d'impact environnemental, ou en tout cas de motivation environnementale, on se rend compte qu'effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, le véhicule électrique, son gros problème, en tout cas un véhicule électrique produit neuf, c'est qu'il a une facture d'énergie grise énorme dès sa fabrication. Et ensuite, bah, il va falloir amortir tout ça, et donc il faut faire beaucoup de kilomètres avant de pouvoir devenir efficace, ou en tout cas neutre en carbone, ou en tout cas plus faible que des véhicules thermiques. Et évidemment, le plus gros poste lié à la fabrication, c'est la fabrication des batteries. Donc, globalement, si on considère 100% du poste d'émission de fabrication d'un véhicule électrique, on a globalement on va dire une moyenne de 50% qui est issue de la batterie et 50% pour le reste. Donc, en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que dès le démarrage, dès la production, il y a un problème. Donc, en fait, si on intervient sur un véhicule électrique et un véhicule thermique existant, et qu'en fait, on évite la production d'un nouveau véhicule électrique à la place, en fait, on va aller économiser ce poste de production lié au véhicule électrique. Alors, on n'économise pas tout, évidemment, puisqu'on va injecter, on va mettre une chaîne de traction avec une batterie dedans. Mais en fait, globalement, en moyenne, sur la catégorie de véhicules qu'on vise, qui sont des véhicules utilitaires, donc qui consomment beaucoup, on va économiser 50% des émissions CO2 qu'aurait produit un véhicule électrique produit à la place. Donc, en fait, dès le démarrage, on vient diviser par 2 la facture carbone. Et ça, en fait, c'est l'impact principal qu'on a. L'autre impact, il est un peu plus évident, c'est que comme on convertit un véhicule et qu'il devient électrique, bah forcément, du coup, il a un usage électrique, donc décarboné, enfin, en tout cas, issu de l'électricité et en France, majoritairement décarboné. Donc, globalement, nous, le problème, on l'a divisé en 2 parties. OK, on passe des véhicules électriques, donc en phase d'usage, ils deviennent globalement propres. Et ensuite, on a la partie production. On vient limiter en fait les émissions CO2 liées à ce poste-là. Et donc, globalement, ça donne un véhicule électrique rétrofité qui est 2 fois plus efficace qu'un véhicule électrique produit à neuf, qui lui-même est 2 fois plus efficace qu'un véhicule thermique. Globalement, c'est une moyenne sur le segment de véhicules qu'on va viser. Si ça intéresse d'ailleurs les gens, il y a une étude de transport et environnement qui détaille segment par segment, taille de véhicule par taille de véhicule et pays par pays, l'impact des véhicules électriques. Et en fait, on se rend compte que plus le véhicule est gros et plus on est dans un pays où le mix électrique est décarboné, plus on a un impact positif. Alors, écoute, je te souhaite de convertir toutes les voitures thermiques en voitures électriques, mais je constate quand même que Tesla a une valorisation qui est multipliée enfin, qui fait plus 700% en bourse cette année, que Jump se fait racheter 200 millions par Uber quand ils ont encore que 200 vélos à San Francisco. Donc, je pense qu'il y a aussi, est-ce qu'on est armé en Europe pour relever ce défi? Enfin, là, je m'adresse peut-être à Gilles. Je pense que le transport décarboné, on voit qu'il y a énormément d'innovation, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté. Je crois que le point en parlait la semaine dernière. Europe, Asie, vous y est là-dessus. Bon, anesthésié, pardon. Donc, en soi, si on réduit les émissions, c'est bien, mais si on crée des champions européens, c'est mieux. Donc, Gilles, est-ce que tu as un avis sur ce sujet? Est-ce que c'est une révolution qu'on peut encore prendre ou qu'on est en train de prendre? Oui, alors c'est une super question et c'est une question qui se répond de façon en compte de résultats et en bilan. Aujourd'hui, finalement, en bilan, l'Europe, c'est vraiment extrêmement vertueux, aussi bien en matière de transport que d'émissions de CO2 en général. C'est-à-dire que pour $1 de valeur de produite, l'Europe, c'est en gros, pour faire simple, 2 fois mieux que les États-Unis et 3 fois mieux que la Chine. Parce que, notamment, on a des réglementations depuis très longtemps. On a été le premier endroit
en 1958, si je me souviens bien, a passé une réglementation européenne sur les poussières de charbon. Et donc, voilà, c'est une zone qui fait vertu. Après, quand on parle c'est plus compliqué parce que l'innovation est moins présente sur ces sujets, mais j'aurais quand même un certain nombre de réserves. C'est d'abord, sur tous les sujets de multimodalité, il y a culturellement et technologiquement un clair avantage à l'Europe. Les grands acteurs comme WIM de la multimodalité ou d'autres encore sont des acteurs européens. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais généralement scandinaves ou allemands. Il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine. Alors il y en a d'autres, il y a des Français, il y a beaucoup d'acteurs sur ce domaine. Voilà. Le fait qu'on ait également finalement un certain nombre de grands acteurs, je pense à Siemens, à Alstom et à d'autres qui soient très présents dans le domaine du transport ferroviaire. Bon, le CBCT dont je parlais tout à l'heure, qui est encore une fois la technologie un peu autonome des trains, les leaders du CBCT, c'est la Chine et l'Europe. Évidemment, pas les États-Unis qui sont moins présents sur ce marché. Mais dans le futur, moi je crois que finalement, l'opportunité, elle se résume à deux choses. D'abord, à faire monter en puissance nos startups. Donc, voilà, comme beaucoup de startups qui sont autour de ces sujets. La tienne, Alexis, d'ailleurs, qui n'est pas vraiment directement sur le transport, mais en tout cas qui est sur notre sujet. Et ça, je pense que c'est en cours. Quand on regarde les chiffres, c'est quand même assez impressionnant de voir la croissance du volume, de la valeur des levées de fonds, pardon, en Europe. En ce moment, c'est quasiment 25% par an. Hein, donc, c'est une croissance qui est la plus rapide au monde, même si on parle de beaucoup pas. Et puis, le deuxième aspect qui, moi, je crois, ne doit pas être négligé, c'est la capacité de normalisation de l'Europe. C'est-à-dire que, à la différence des États-Unis, quand vous normalisez en Europe dans le domaine des transports, vous avez une souveraineté européenne. Vous normalisez à l'échelle de l'Europe. Aux États-Unis, c'est comme ça, c'est historique, vous passez d'État en État. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui un débat sur la façon dont les États agréent les véhicules autonomes, qui n'est pas la même d'un État à l'autre, et ce qui ne simplifie pas forcément les choses. Donc je pense qu'il faudra rester, voir comment ça va se passer. Il y a un dernier point quand même que je ne peux pas ne pas évoquer, c'est le véhicule autonome. Bon, l'Europe est clairement pas là, elle n'est pas dans la course du tout à cet égard. Le leader, moi je pense, on parle beaucoup de Tesla, mais ceux qui ont le plus de véhicules qui s'approchent de la catégorie 5 qui tourne aujourd'hui, c'est les Chinois. Je pense que, même si personnellement je pense que c'est un moyen de transport qui n'est pas un moyen de transport de masse, qui peut être utile dans certains cas, mais qui a quand même beaucoup trop d'externalités négatives pour que ce soit un transport d'avenir. Je pense qu'il faudra compter avec le véhicule autonome qui va absolument tout changer. Quand vous avez un véhicule qui peut tourner H24, d'abord, effectivement, c'est ce que tu disais, Alexis, il n'y a plus de propriété, ça n'a plus de sens. Et puis, il peut devenir tout à fait multi-usage. Notamment, c'est ce qu'envisage de faire Tesla, c'est-à-dire faire du transport de marchandises de façon assez soutenue, en tout cas dans les prospectus qu'il donne, prospectus boursier, c'est clairement une direction qu'il souhaite prendre d'une façon générale. Absolument. Alors, un jour, le patron de Engie Impact m'a expliqué que le véhicule électrique autonome allait devenir une station de recharge pour gérer les flux dans ta maison électrique, entièrement électrique. Si tu n'as pas assez de capacité, un véhicule autonome que tu ne possèdes pas peut aller de maison en maison pour recharger les batteries. Donc, ça m'a paru très futuriste. Alors, écoute, je veux bien répondre à ça parce que je suis... tout est une question de mise en perspective et d'avoir non pas une vision, mais une roadmap avec des points d'application. Et donc, effectivement, cette vision qui, en soi, sur le papier, est très élégante, consiste à bufferiser l'énergie dans les véhicules électriques.
Je suis désolé, et je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont réagir violemment mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il faut reconstruire la totalité de l'infrastructure électrique. Il faut mettre des quantités d'intelligence dans le réseau qu'on a été incapable de mettre aujourd'hui. On se retrouve d'une façon assez simple. Hein. Si je prends un cycle de batterie qui est de l'ordre de 2500 cycles, et encore en tirant un peu la corde pour un véhicule autonome, si j'amortis cette batterie sur son taux d'usage, je vais arriver sur du mégawatt stocké qui sera aux alentours des 700 euros. Donc, je suis désolé, mais Non, ça, pour faire... euh, Non, mais j'entends bien. Si on parle de faire des couples ENR véhicules électriques, je suis désolé, ça ne rentre pas dans le papier. À moins de tripler le coût de l'énergie électrique aujourd'hui, ça ne marche pas. Alors, je vois bien, effectivement, clame à Dieu, les gens d'Engie allaient expliquer que le power to gaz plus les véhicules électriques et tout ça, c'est le futur. OK, qu'ils le montrent au travers d'un vrai budget, qu'ils le documentent là-dessus et qu'ils arrêtent, entre guillemets, de faire du lobbying non fondé. C'est juste dysfonctionnel. Ok. Bah, écoute, très bien. Alors, je ne connais pas assez le sujet pour contre-argumenter, mais on parlait de vision, on parlait de roadmap. Donc, Wadi, Amira, vous en avez sûrement une de roadmap. Donc, je ne pense pas que le vélo autonome soit à l'ordre du jour, mais en tout cas, le scaler, je pense que ça en fait partie. Enfin, quels sont tes projets peut-être pour diffuser cette vision que tu nous as est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu vas à la conquête de la France, de l'Europe et je poserai la même question à Wadi après si ça vous va. Ouais, alors le vélo autonome, pourquoi pas, hein, avec les problèmes que pose le free floating, un vélo qui reste garé tout seul en station, ça peut être sympa, mais disons qu'à plus court terme, nous chez Zoom, en fait, on a fait le constat là au début de l'année 2020 qu'après la mode des trottinettes, c'était vraiment maintenant le vélo électrique qui avait le vent en poupe. Et pour les opérateurs qui aujourd'hui proposent des services de sharing de free floating, il n'y a pas beaucoup de bons produits sur le marché. Nous, chez Zouf, on a fait le choix très tôt, notamment parce que c'est la culture Eric, que tu connais très bien. Et Eric Carrel, parce que Eric Carrel, ouais. forcément Eric Carrel, mon ancien patron de Weezings et celui d'Amira aussi. C'est ça. On a fait le choix très tôt de développer notre propre produit et aujourd'hui, on a une des technologies les plus avancées sur le e-bike sharing dans le monde. Donc, on a décidé récemment d'ouvrir cette technologie aux opérateurs en leur permettant de déployer des vélos Zouf sur leur propre, et pas forcément aller. Donc, c'est un partenariat. Aujourd'hui, on cherche à développer un modèle de partenariat. Je rebondis sur ce que tu disais sur la gouvernance en Europe. Aujourd'hui, quasiment toutes les autres offres sur le marché, ce sont des offres qui ont été créées par des entreprises chinoises. Nous, on est une entreprise française, on a fait toute la conception de nos bureaux de vente. Aujourd'hui, on produit encore en Chine. Pourquoi ? Parce que quand on s'est lancé, c'était quasiment impossible de produire en Europe. Il n'y avait pas les capacités de production. Et les seules qui existaient, étaient déjà prises par les volumes importants de Vélib et puis après de Véligo. Néanmoins, là, ça commence un peu à s'organiser. Nous, on s'est mis un coup de pression là parce que en fin 2021, on a décidé que notre cadre serait produit en France, d'ailleurs avec une technologie qu'on va importer de la voiture, comme quoi, tout est lié. Et du coup, ça nous force à faire l'assemblage en Europe. Donc, d'ici 2022, on aura un beau vélo en sharing made in Europe. Et puis, notre autre ambition, c'est aussi que le vélo, il croit dans tous ses usages, dans du sharing, c'est une offre. Le partage, c'est aussi une offre, la location longue durée, où on a un modèle qui se situe finalement entre la propriété et le partage, où je vais pouvoir compter de manière certaine sur mon vélo, mais où je ne vais pas forcément l'acheter parce que je suis plus… Le mindset de la propriété, en fait, il est déjà dépassé. Aujourd'hui, on est dans le mindset du service. Donc, les gens veulent un service qui est construit autour d'un produit. Mais c'est pour ça que ce modèle aussi, selon nous, a de l'avenir et qu'on va petit à petit positionner notre offre dessus. Je ne sais pas si c'est que moi, mais on ne t'entend plus, Alexis. Oui, Alexis, on ne t'entend pas, ton micro est coupé. Oui, pardon, non, j'étais sur mute. Donc, écoute, je vous le souhaite, Amira. Effectivement, il y a cet enjeu de créer des champions sur ces domaines en Europe.
Wadi, donc tu es un des pionniers sur le rétrofit en Europe. Enfin, comment est-ce que tu vois le rétrofit scaler? J'imagine que tu vas pas me dire le contraire, mais comment? Oui. Nous, l'hypothèse de départ, c'était si on n'est pas en mesure d'avoir un impact maximal, on n'y va pas. Donc, si on n'est pas en mesure de scaler, on n'y va pas. Donc, tout ce qu'on a fait, c'était depuis le début, technologiquement parlant, en termes de marché adressé, c'était dans un objectif de pouvoir scaler à moyen ou long terme. Maintenant, en fait, nous, on a une conviction, c'est que le rétrofit est adapté à certains types de véhicules, certains usages, et donc globalement certains marchés. On pense qu'il n'est pas pertinent pour tous les marchés, mais sur certains marchés. Et notamment celui par lequel on entame notre go-to-market, les collectivités et les entreprises qui utilisent des véhicules utilitaires. Ensuite, il y a des jalons qui sont posés d'un point de vue chronologique au niveau européen. En fait, on sait que d'un point de vue local et régional en France, au niveau des grandes métropoles et capitales européennes et au niveau des nations, on a des dates butoirs d'interdiction d'utilisation de véhicules thermiques. Globalement, pour donner une idée, c'est d'ici 2024-2025 à l'échelle régionale en France. Donc, globalement, il y a ce qu'on appelle des ZFE, des zones à faible émission, qui graduellement interdisent l'utilisation des véhicules thermiques. L'exemple qu'on connaît le plus, c'est celui de Paris, où en 2024, plus aucun véhicule diesel ne pourra circuler. Au niveau des capitales européennes. Qui émettent par ailleurs moins que les véhicules thermiques à essence, hein, même s'ils émettent plus de particules fines. Mais enfin bref. Oui, c'est un autre débat. Après, on a au niveau des capitales européennes, globalement 2025-2030, Madrid, Paris, Londres, etc. Et ensuite, les nations, c'est de l'ordre de 2035, 2040, 2045. Donc, globalement, on sait qu'on a un cadre en Europe qui nous dit que dans tous les cas, les véhicules thermiques, ils vont être énormément restreints et que les véhicules électriques vont être énormément incentivés. D'ailleurs, c'est peut-être une des réponses qui fait qu'aujourd'hui, des entreprises qui produisent des véhicules électriques ont des valos très, très grandes parce qu'en fait, on sait que c'est les seuls aujourd'hui à commencer à adresser une opportunité qui va devenir de plus en plus évidente et inévitable dans les années à venir. Globalement, si je suis un Parisien et que j'utilise un véhicule pro pour mon boulot et que, que je me retrouve en décembre 2023 sans véhicule électrique, il y a un problème. Donc, je vais me retrouver affolé. Donc, je n'aurai pas le choix. Il va falloir que j'aille chercher un véhicule électrique. Donc globalement, c'est une grosse opportunité. Dans 3 ans. Dans 2 ans. Dans 2 ans, oui. En fait, ça arrive super vite. Donc, nous, concrètement, notre stratégie de déploiement et de développement, elle est cadencée par ce que j'ai cité au début, les segments, les marchés. Donc, on y va graduellement. Il faut faire de plus en plus de volume pour avoir des effets d'échelle. Il faut d'abord cibler les segments de véhicules sur lesquels on est pertinent économiquement et environnementalement. Et ensuite, c'est cadencé par les pressions réglementaires qu'on a dans les différentes localités, nations, etc. en Europe. Et donc, c'est comme ça globalement qu'on définit notre roadmap de déploiement. Et après, technologiquement, donc je l'ai cité au début, en fait, depuis le début, notre techno est développé de manière standardisée. Donc, globalement, on va avoir les mêmes batteries, le même pack de batteries sur les différents véhicules qu'on va développer, les mêmes composants mécaniques qu'on va venir intégrer, les mêmes composants électroniques. Et donc, ça, dans un objectif de pouvoir rationaliser, optimiser et scaler la production de nos véhicules, de nos kits de conversion. Et un dernier élément, c'est si on fait tout ça, en fait, on devient globalement une boîte qui fait du manufacturing. On devient un industriel. On n'a pas spécialement envie de devenir un industriel. C'est peut-être drôle quand on dit ça dans ce secteur-là, avec l'ambition qu'on peut avoir. Mais en fait, nous, l'objectif, c'est de créer un écosystème. Et je m'explique, c'est le dernier élément qui va peut-être justifier la scalabilité. C'est que si je développe des kits de conversion, que je dois les designer, les produire et les installer moi-même, en fait, très vite, je vais avoir un problème de scalabilité parce que ça va demander beaucoup de CAPEX, beaucoup d'investissements pour pouvoir ouvrir de nouveaux ateliers, de nouveaux garages, etc. recruter du monde et tout ce qui va avec. Depuis le démarrage, le deuxième aspect techno qu'on a mis en place, il y a la standardisation et il y a la modularité de notre kit qui permet en fait une installation rapide et efficace par un tiers. Et donc ça, en fait, c'est la deuxième étape. Aujourd'hui, on fait les conversions nous-mêmes, mais en fait, on est en train de constituer un écosystème de garagistes qui installera le kit demain pour nous. Donc, ce seront nos partenaires. Et donc, c'est ça qui permet la scalabilité géographique du modèle. Et donc, en fait, on permet même au-delà de ça à une infrastructure de garage qui existe déjà et qui aujourd'hui, en fait, est très peu formée aux véhicules électriques, de pouvoir se tourner vers ce qui va devenir la norme à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans, en les formant sur nos compétences et sur les compétences électriques de manière générale. Donc voilà globalement les différentes couches qui permettent
selon nous, de pouvoir atteindre cette scalabilité. Super. Alors, que ce soit pour toi ou pour Amira, j'ai l'impression que quand même votre activité est très drivée par les normes. Je sais qu'on encourage beaucoup les entreprises à subventionner les mobilités douces. Tu parles d'obligation de vélo électrique. Donc, en fait, ce marché est quand même très créé par les objectifs qu'on a de réduction d'empreinte carbone. Je sais que le commissariat au plan, ou ça s'appelle France Stratégie maintenant, parlait de réduire le poids des véhicules aussi, parce que même si on fait l'électrique, on achète de plus en plus de 4x4. Ça n'a pas marché face au lobbying des constructeurs. Donc là, je m'adresse peut-être à Gilles. Sur ce sujet, est-ce que tu penses qu'on va assez loin en termes de réglementation française, européenne, ou lesquelles te paraîtraient peut-être les plus souhaitables si tu as un avis sur la question? Déjà, il y a une réglementation sur le carbone sur les véhicules qui est quand même assez, qui est probablement la plus exigeante au monde, hein, et qui pousse les constructeurs à payer des amendes si la moyenne de leur production n'est pas aujourd'hui, je crois, à 95 grammes du. Attends, c'est 95 grammes par. Non, c'est tous les 100 mètres. Alors, Attends, je oui, pense c'est que ça. c'est plutôt 95 grammes de CO2 par kilomètre. Enfin, en moyenne, à mon avis, c'est ça. Oui, par kilomètre, c'est ça. C'est ça, exactement. Et donc ça, c'est un premier pas. Mais après, on peut rentrer dans la subtilité du truc, effectivement, se dire, on va. Moi, je trouve aberrant d'avoir des SUV. Bon, c'est ma perception. J'habite dans le centre de Paris. J'ai probablement une perception qui est extrêmement biaisée par le lieu où j'habite. Je crois que les bons instruments, c'est des instruments qui évitent les effets d'aubaine. Et donc, pour ma part, moi, je suis un fervent militant d'une taxe carbone européenne avec taxation aux importations extra-européennes. Je pense que quand on regarde l'ensemble des dispositifs que l'on a à sa main, c'est le plus efficace parce qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine. C'est-à-dire que l'effet d'aubaine, c'est de réduire les émissions de carbone. Et donc, que je sois un promoteur immobilier, une compagnie de taxi, une compagnie aérienne ou quoi que ce soit, quand j'ai ce type de mécanisme, ça fonctionne. Le problème qu'on a, c'est que les populations réagissent très mal à ces taxes qui sont des taxes qui sont absolument pas progressives et qui sont totalement proportionnelles. Et donc, de fait, qui touchent beaucoup plus les gens à faible revenu qu'à fort revenu, par définition. Donc, nous, à l'Institut Montaigne, on a fait une proposition qui est assez radicale, qui est non plus la taxe carbone, mais le dividende carbone. On considère que chaque Français met, alors ça dépend si on prend les chiffres de l'ADEME ou de l'AIA, aux alentours de entre 10 et 15 tonnes de CO2 par an. Ben, c'est pas compliqué, on valorise ça à 50 € la tonne, et puis on fait un chèque de 750 € à chaque Français chaque année. Mais de l'autre côté, on taxe, on le récupère. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en gros, si on fait ça, ceux qui sont le plus taxés, ben, c'est les gros patrimoines, c'est ceux qui ont plus de moyens que d'autres, parce qu'il y a une corrélation qui est assez impressionnante entre revenus et émissions de carbone. C'est-à-dire que, enfin, c'est même pas une corrélation, c'est une exponentielle là aussi, c'est-à-dire que plus j'ai des revenus élevés, plus proportionnellement à mes revenus, je vais dépenser de l'énergie dans deux postes principalement qui sont les transports et le housing, les frais de chauffage et de construction de maisons. Donc ça, c'est, je crois, quelque chose qui reviendra d'une manière ou d'une autre. Moi, je vois la commission qui tourne autour de ça depuis quand même un certain temps et on voit les gouvernements de différents pays qui s'emparent de ça. D'ailleurs, les seuls pays où il y a des taxes carbone qui fonctionnent bien, je pense au Royaume-Uni en particulier, on a mis en place des dispositifs de ce type-là, de redistribution assez forts. Après, l'autre sujet, c'est pas forcément sous des formes de taxes, je pense que c'est plus sous de la contrainte réglementaire. Alors, pour moi, c'est assez logique de ne pas laisser rentrer les voitures dans les villes, parce qu'effectivement, il y a déjà des transports, il y a tout un tas de choses qui existent, et dans certaines conditions, on devrait pouvoir dire, bah, vous rentrez que si vous êtes extrêmement vertueux en matière de carbone. Faire en sorte que
les camions en Europe payent leurs externalités, c'est-à-dire payent le juste prix du fait qu'ils défoncent les routes. 90% du vieillissement d'une route, c'est le fait des camions. Pour le moment, ils ne le payent pas. Ça, c'est pas normal et on devrait faire en sorte que ça puisse être compensé. Mais là, on est un peu extra carbone. Donc voilà. Donc pour faire une longue histoire courte, sur le carbone, la taxe carbone, sur les autres externalités, au cas par cas, et ça, je pense que ça fonctionne. Alors, écoute, merci beaucoup. Moi, évidemment, avec Greenly, je suis monomaniaque du carbone. On mesure le carbone de tous les paiements. Personnellement, je pense qu'on peut faire cette taxe carbone. On peut, on peut introduire en fait une intelligence sur le carbone si on arrive à le mesurer partout dans toutes les activités économiques. Donc là, c'est évidemment ce que nous, on prône de rajouter une mesure à tous les paiements et de le faire dans notre app pour les bilans carbone d'entreprise. Mais ça ne passe pas que par ça. On n'a pas eu énormément de questions du public, donc et comme on arrive à la fin et que je pense qu'on va s'arrêter là, sauf si Amira, Wadi, Gilles, vous voulez rajouter quelque chose, mais moi j'ai appris beaucoup de choses sur un sujet que je pensais connaître un tout petit peu. En fait, je ne connaissais pas si bien, donc je veux d'abord vous remercier et peut-être vous laisser ajouter un mot si besoin. Donc, j'en déduis que non. Ouais. Juste merci du coup effectivement pour l'invitation et c'est effectivement un sujet passionnant et effectivement on n'a pas d'autre choix que de s'y intéresser puisque c'est une urgence, donc ravi d'avoir participé. Super. Donc ça a été enregistré, on va le diffuser sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube, etc. Donc pour ceux qui ne pouvaient pas être là, vous le reverrez. En tout cas, une fois de plus, merci à Gilles qui n'est pas la première fois qu'il nous apporte ses éclairages et Amira, très ravi de t'avoir revu après avoir travaillé ensemble dans le passé avec toi et Wadi d'avoir fait connaissance. Donc merci à tout le monde et j'espère à bientôt à ce moment-là. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.